Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Regard croisé, c'est le moment et merci une fois encore de nous rester fidèles comme je viens de le dire sur le plateau. Nous avons les confrères de la presse sur ce plateau. Fioklou à Danglenou, il est le directeur de publication du journal L'Enquêteur. Doyen, bonsoir et bonne arrivée. Merci, bonsoir à Mathieu, bonsoir à Credo, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New Web TV. Oui. Alors sur le même plateau, Credo, OTT, le médium. Bonsoir Mathieu, c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Avec le doyen, surtout le petit frère qui va modérer le débat dans tout son ensemble. Et je commence avec le premier thème. Mali, la branche Al-Qaïda au Sahel se dit prête à négocier avec Bamako, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La coalition terroriste affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique a publié le dimanche dernier un communiqué affirmant qu'il ne pose aucun préalable aux discussions si ce n'est le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane. Doyen, bonsoir une fois. Et puis, dites-nous concrètement si c'est sincère le contenu de ce qui est dit là. Oui, ça fait presque 2 mois que le président Ibeka a voulu négocier avec les éléments d'Al-Qaïda ou bien des djihadistes qui sont dans son milieu pour arrêter les guerres. Parce qu'il a toujours dit que ce sont des frères. Et l'opération Barkhane, qui est entamée depuis 2012, jusqu'à ce jour, n'a pas eu un résultat escompté. On ne fait que des morts chaque jour. Il y a des cas, des milliers d'élèves ne vont plus à l'école, des fonctionnaires qui sont assassinés, etc. Le président a jugé utile de tendre la main au groupe islamiste pour un dialogue franc et sincère pour la fin de la guerre. Et je pense que c'est une initiative salutaire. Pourquoi négocier avec les djihadistes? Non, je crois que là où le président Ibeka est, on ne dirait pas totalement qu'il est dos au mur, mais il sait que en échangeant, en dialoguant avec les djihadistes, il aura un temps soit peu la paix du cœur, parce que le bras de fer n'a toujours pas, n'a toujours pas été à son avantage. Mais je doute d'un dialogue sincère. Pourquoi? Parce que dans les conditions posées par les djihadistes, donc ils disent le retrait des troupes françaises. Et là, je crois que c'est une condition qui sera difficilement réalisable. Avec une troupe qui a plus de 5000 et quelques... Qui a plus de 5000. Et on connaît également l'emprise de la France sur le président Ibeka. Donc, demander comme condition le retrait des troupes françaises avant d'aller en négociation, bien en discussion. Donc, c'est une condition assez, disons, robuste pour le camp du président Ibeka. Pour le camp Ibeka, Fioklou à Danglenou, on sait que depuis près de 5 ans déjà sur le terrain au Mali, ça ne va pas. Il y a les législatives qui sont là, qui vont être faites dans quelques jours, si je ne me trompe, le 27 prochain. Et dans la foulée, il faut aller négocier d'abord avec les djihadistes pour pouvoir voter, ou c'est une négociation qui va durer dans le temps? Moi, je pense que les négociations ont déjà commencé, en ce sens que la ville du Nord, qu'on appelle Kidal, ces derniers temps, il y a les représentants du pouvoir central le premier ministre qui était avec l'armée, les forces de sécurité et de défense maliennes qui étaient, alors qu'en temps, il ne pouvait pas y mettre pied. Ce qui veut dire que le président joue le jeu du couloir pour pouvoir réussir ce dialogue avec ces terroristes. Et il le faut parce que ça fait aujourd'hui 8 ans que la guerre a commencé. Et il y a la présence française, la présence britannique, américaine et autres, mais les résultats escomptés ne sont jamais là. Le mieux, c'est de discuter. Même si on pose des préalables, je pense, comme l'a dit Credo, le préalable là ne peut pas marcher parce que en janvier dernier, le président Macron a dit qu'il va augmenter l'effectif de cette force au Sahel. Donc, il y a problème. Voilà. Donc, il y a même certaines franges de son parti politique qui ne sont pas d'accord. Certaines franges ne sont pas d'accord pour cette initiative de négociation. Ce qui veut dire que le problème est sur le tapis, mais
le comité central ou bien le parti politique d'IBK et ses partis alliés vont se réunir dans les jours à venir pour décider de ce qu'il faut effectivement faire avant les élections. Credo Tété, est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut négocier avec les djihadistes quand on sait qu'un État est autonome, indépendant, qui est dirigé par un seul président? On sait que ce n'est pas seulement le Mali qui est confronté à ce problème d'insécurité dans la sous-région. Il y a le Burkina, il y a le Niger et la Libye également en Afrique, dans tout son ensemble, est confronté à ces genres de problèmes. Est-ce qu'il faut toujours négocier? On risque peut-être demain de voir également au Burkina le président Roch négocier également, le président Mamadou Youssouf qui va également négocier, non? Oui, non, mais la question que je voudrais nous poser, est-ce que le bras de fer, est-ce que, disons, cette guerre tourne à l'avantage des forces du pouvoir? Donc, je voudrais dire le camp de IBK. Non, aujourd'hui, ça fragilise même le pouvoir de M. Ibeka. Et c'est la même chose que nous voyons également du côté du Burkina Faso, où le président Roch Marc Christian Kaboré est également dans de très graves difficultés. Il est pratiquement dos au mur, au vu de certaines choses qui se passent. Oui, mais je crois... Non, il est non seulement dos au mur, mais je voudrais prendre également comme excuse de réponse la gouvernance sous l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré avait toujours l'habitude de dialoguer, de négocier avec ces mouvements. Donc, et nous aurons également fait le constat que pendant tout le mandat ou bien tout l'exercice du pouvoir de Blaise Compaoré, on n'a pas vu ces troupes djihadistes, ces terroristes émerger. Mais ce sont des gens, les djihadistes, les terroristes, là, ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Leur logique, c'est foutre le bordel et demander l'impossible. En demandant l'impossible, ils savent qu'on ne va pas leur réaliser cela, mais ils ont également d'autres objectifs parce qu'eux aussi, en tant que djihadistes, en tant que terroristes, auraient des puissances étrangères derrière eux. Donc c'est ce qui fait qu'on voit. Aujourd'hui, le président malien, le pouvoir malien est dans l'obligation d'aller à ces discussions franches avec, disons, ces djihadistes. Mais ce qui va faire achoper les discussions, c'est déjà la condition, je le disais tantôt, posée par le groupe djihadiste. Mais ça fait quoi d'anglais? Quand on demande, par exemple, à cette troupe-là de partir, est-ce que le Mali, dans tout son ensemble, est prêt si les troupes partent pour gérer le territoire? Les forces armées maliennes ne peuvent pas faire face aux djihadistes puisque leurs équipements ne sont pas au niveau. C'est ces derniers temps qu'ils ont essayé de se ravitailler en matériel de guerre. Et ils sont toujours en patrouille avec les forces étrangères. Puisque quand il faut lutter avec les djihadistes, il faut les moyens de communication, il faut les renseignements. Or, ce sont les Américains et les Français qui donnent les renseignements aux troupes et ils travaillent ensemble sur le terrain. C'est pourquoi ces derniers temps, ils ont su gagner un peu du terrain sur les djihadistes. L'essentiel aujourd'hui au Mali, c'est que toute la classe politique malienne n'est pas unanime sur ce dialogue avec les djihadistes. Or, ils sont dans les bureaux, ce sont les soldats, les maris des Maliennes, les Maliennes qui meurent sur le champ de bataille. On les a vus entre-temps battre le pavé, réclamant le retrait de leurs hommes, avec leurs enfants, qu'on ne veut pas être orphelins, on ne veut pas être veuves. Qui demandent le corps de leur mari, tout ça, ce qui fait que la société malienne aujourd'hui est très mal à l'aise. Cette guerre-là, il faut tout faire pour que ça s'arrête. Credo Tété, dans la même lignée également, il faut dire qu'actuellement, il y a la campagne de l'élection législative qui est en cours dans le pays. Et déjà sur le terrain, c'est un peu timide. C'est parce qu'il y a toujours la crainte avec Al-Qaïda, la branche affiliée à Al-Qaïda, là, qui fait que ce n'est pas vraiment ça. Oui, non, mais je dirais la dernière présidentielle en 2018, je crois. En 2018, au mois de juillet-août 2018, lorsque le Mali a fait les élections présidentielles, on a vu la timidité toujours au début de la campagne, mais après, il y a de l'engouement. Mais la question est primordiale aujourd'hui parce que la question sécuritaire est une question très, très importante. Et on a vu comment est-ce que les troupes maliennes souffrent devant
ces forces terroristes ou bien ces forces djihadistes. Donc là, on se demande, est-ce que les gens pourront faire campagne dans tout le Mali, dans le Mali global? Sûrement qu'il y aura encore des zones interdites et des zones où l'effectivité même du vote porte à... C'est un sujet à réflexion. Est-ce que les Maliens pourront voter librement dans tous les coins et recoins de ce pays? Je dis non. Je suis pessimiste parce qu'il va falloir que les mouvements djihadistes collaborent et acceptent de voir les choses aller comme cela se doit. Mais je suis aussi pessimiste quant à la volonté de ces djihadistes de discuter franchement avec le pouvoir du Mali. Alors, M. Fiakou, comment on peut comprendre le fait qu'un groupe ou bien un groupuscule tire la tête à toute une armée d'un pays avec l'armement tout très bien équipé? On se demande qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché avec l'armée malienne? L'armée malienne est une armée régulière, disons armée républicaine. Or, les djihadistes se fondent de la population. Et par moments, ils vont s'habiller en tenue militaire ou en tenue civile avec des armes. Et c'est là le dysfonctionnement. Si c'était une armée régulière face à une armée régulière, on aurait trouvé une solution. Une fois que ces djihadistes se fondent dans la population, ce serait difficile à l'armée régulière de venir à bout de ces groupes-là. Bon, la discussion peut être un peu difficile en ce sens que quand une frange de la population des djihadistes veut accepter, discuter, il y aura quelqu'un, un commandant ou bien le tenant de ce groupe-là qui va quitter le groupe et aller former un autre groupe, comme ce qui s'est passé avec Boko Haram. Et les groupes vont se succéder parce qu'ils sont des dissidents. Et ça arrive souvent, ce qui va peut-être faire que cette discussion n'aura plus lieu. Que peut-on souhaiter finalement aux Maliens en ce temps credo? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux Maliens? C'est la paix. Mais la paix, donc, je crois que ça doit être à la suite de discussions assez franches entre les forces en présence. Donc aujourd'hui, l'armée malienne fait de son mieux, mais l'armée malienne ne peut pas venir à bout, d'où la présence des forces françaises, même si on donne une autre connotation qui est critiquable à la présence de ces forces françaises. Que font finalement ces forces-là sur le terrain? Ce qu'on nous dit, ces forces participent à la sécurisation du Mali. Donc c'est tout ce que. Est-ce qu'il y a vraiment la sécurité? Pourtant, il y a grincement dedans, c'est là, des tueries. Non, la sécurité n'est pas une question de magie, mais la sécurité procède de tout un ensemble. Donc je ne peux dire. Justement, ils ont dit qu'ils ont la magie pour faire calmer la tension dans le pays. Non, ce n'est pas une question de magie sécuritaire, mais on a besoin de la sécurisation même du territoire. Et les troupes françaises aussi ne peuvent pas affirmer disposer de cette magie. Et s'il y avait réellement cette magie, donc, ça ferait déjà des mois qu'on n'entendrait même plus parler de ces forces terroristes ou bien djihadistes au Mali. Les djihadistes même attaquent les forces françaises. Il y a plusieurs Français qui sont tombés au Mali. Et le gouvernement français accepte, prend note de ces décès parce qu'elle sait ce qu'elle fait là-bas. On dirait une question d'intérêt dans tout ce qui se passe. Si la France n'a pas d'intérêt, elle ne peut pas laisser ces forces-là depuis 8 ans. On va devoir marquer la toute première pause, quelques minutes, et on revient sur le plateau avec les confrères pour la suite de Regards croisés. À très vite.